À l'ordre, s'il vous plaît. Ayant constaté le quorum, je déclare la séance de la Commission des institutions ouverte. Je demande à toutes les personnes dans la salle de bien vouloir éteindre la sonnerie de leurs appareils électroniques. La Commission réunie afin de poursuivre les consultations particulières et auditions publiques sur le projet de loi numéro 62, loi favorisant le respect de la neutralité religieuse de l'État et visant notamment à encadrer les demandes d'accommodement religieux dans certains organismes. Monsieur le secrétaire, y a-t-il des remplacements? Oui, Monsieur le Président. Monsieur Tanguay-Lafontaine est remplacé par Mme Tremblay-Chauveau. Nous entendrons cet avant-midi la Fédération autonome de l'enseignement. Je sais que M. Mallette est avec nous. Bienvenue. Très heureux de vous revoir. Vous allez nous présenter les gens qui vous accompagnent. Vous avez 10 minutes pour nous faire votre présentation. Après, il y aura échange avec Mme la ministre et les porte-paroles des deux oppositions. Sans plus tarder, je vous laisse la parole, M. Mallette. Merci, Monsieur le Président, Madame la ministre, Mesdames, Messieurs les députés, membres de la Commission. Mon nom est Sylvain Mallette. Je suis enseignant en géographie et en histoire au secondaire. Je suis président de la Fédération autonome de l'enseignement. À ma gauche se trouve M. Alain Marois, enseignant en adaptation scolaire au primaire et vice-président à la vie politique. Et à ma droite, Mme Marie-Ève Rancourt, conseillère à la vie politique. La FAE représente les 34 000 enseignantes et enseignants de l'Outaouais, des Basses-Laurentides, de Laval, de Montréal, ainsi que des régions de Granby et de Vaudreuil. Beaucoup des enseignantes et enseignants que nous représentons travaillent dans des milieux qui se caractérisent par une grande richesse culturelle qui ne se confine pas à l'île de Montréal. La FAE considère que le projet de loi qui fait l'objet des travaux de la Commission interpelle l'ensemble de la population québécoise. Beaucoup des élèves que l'école publique accueille sont issus de l'immigration. Plusieurs élèves, jeunes et adultes, avec lesquels nous travaillons, portent en eux des valeurs religieuses diversifiées qui, dans certains cas, vont jusqu'à façonner leur identité culturelle. Les enseignantes et enseignants que nous représentons témoignent aussi de cette diversité. Nous déplorons le climat délétère dans lequel se déroule le débat sur la laïcité. Ce climat alimente les préjugés. D'un côté, il y a ceux qui laissent sous-entendre que celles et ceux qui font le choix de porter un signe religieux seraient, sans le savoir, des agents dormants d'un radicalisme religieux qui, tapis dans l'ombre, n'attend que son heure pour se répandre. De l'autre côté, il y a ceux qui accusent de xénophobie celles et ceux qui expriment des inquiétudes pourtant légitimes devant des manifestations religieuses différentes. À trop regarder chez le voisin, on finit par devenir étranger dans sa propre maison. Dans ce débat, les enseignantes et enseignants, ainsi que leurs élèves, ne méritent pas de faire les frais de la politicaillerie politicienne. C'est en nous posant la question « En quoi le projet de loi aiderait-il les enseignantes et enseignants que nous représentons ?» que nous avons étudié les dispositions législatives proposées par la ministre. C'est aussi en nous rappelant que notre mission première comme organisation syndicale est de défendre le droit au travail de ses membres, mais aussi de lutter contre l'arbitraire et la discrimination. Finalement, notre lecture tient compte du fait que le Québec est un État de droit. La FAE souscrit à l'idée que la laïcité assure la séparation complète de l'État et du pouvoir religieux. Celle-ci témoigne alors de la volonté de l'État de ne favoriser ou de défavoriser aucune religion, mais aussi celles et ceux qui font le choix de ne pas croire. Pour la FAE, le projet de loi n'assure pas une pleine et entière neutralité religieuse. La vision défendue par la FAE affirme à la fois la séparation du pouvoir religieux et de l'État, le respect des droits individuels et la nécessité du vivre ensemble. Ce dernier doit reposer sur une compréhension commune, mais aussi largement partagée pour qu'il s'exprime véritablement. En ce sens, nous recommandons à la ministre qu'elle modifie la Charte des droits et libertés de la personne pour y intégrer le concept de laïcité de l'État. Le projet de loi tel que rédigé n'est pas cohérent avec l'objectif de neutralité de l'État puisqu'il maintient la présence du crucifix à l'Assemblée nationale. La FAE ne partage pas l'idée que celui-ci fasse partie du patrimoine religieux. Il importe de rappeler que c'est sous Maurice Duplessis que ce crucifix a été installé au Salon Bleu. Il témoignait alors de l'alliance entre les pouvoirs politiques et religieux. Nous tenons aussi à souligner que nous comprenons mal pourquoi le gouvernement n'a pas cherché avec le projet de loi à poursuivre le processus de déconfessionnalisation du réseau de l'éducation en mettant un terme au financement public des écoles privées, particulièrement celui que reçoivent les écoles confessionnelles. Au contraire, le gouvernement maintient le financement public pour l'ensemble du réseau privé, mais il le soustrait à l'obligation de neutralité religieuse. À notre avis, le financement public d'écoles qui promeuvent une religion en particulier est en contradiction avec le principe de laïcité, avec l'obligation de neutralité religieuse de l'État.
Dans les faits, le maintien du financement public des écoles privées perpétue le phénomène de ghettoisation auquel la déconfessionnalisation devait mettre un terme. C'est à l'école publique que l'État confie la mission d'accueillir tous les élèves sans discrimination. C'est l'école publique qui assure la mixité sociale. Nous accueillons favorablement la proposition gouvernementale qui permet aux enseignantes et enseignants le port de signes religieux. Cependant, nous tenons à préciser que nous comprenons que certaines personnes et organisations puissent se dire choquées par le symbole qu'elles attribuent à un signe religieux. Toutefois, il faut rappeler que toutes et tous n'y associent pas la même symbolique et que le malaise légitime qu'il peut susciter ne peut justifier de limiter la reconnaissance des droits et libertés enchâssés dans les chartes. Les enseignantes et enseignants qui font le choix de porter un signe religieux doivent agir avec neutralité dans le cadre des rapports qu'ils entretiennent avec leurs collègues et leurs élèves. J'invite M. Marois à poursuivre. Donc, bonjour. Je vais poursuivre avec 3 aspects du projet de loi. Donc, concernant les services à visage découvert, nous sommes d'accord avec le principe énoncé à l'article 9 qui consiste à avoir le visage découvert tant pour le personnel d'un organisme qui donne un service que pour les personnes qui le reçoivent. Cependant, nous nous questionnons sur les objectifs de cet article et surtout sur la façon dont il sera appliqué compte tenu des accommodements possibles qui sont inscrits au 3e alinéa. Ce que nous comprenons de cet article, c'est que le personnel enseignant et les élèves seraient dans l'obligation d'avoir le visage découvert. Selon nous, le critère pouvant justifier un refus d'accommodement, soit le niveau de communication requis, respecte le fait qu'un établissement d'enseignement est un lieu d'échange, d'apprentissage et de socialisation entre les élèves et le personnel. Nous aimerions toutefois avoir des directives claires à ce sujet afin que les interprétations des uns ne diffèrent pas de celles des autres. Nous aimerions qu'une personne enseignante confrontée à une telle situation ait une marche à suivre. Qui est responsable de la décision? Qui transmet cette décision à la personne qui refuse de se dévoiler? De quelle manière est-ce qu'une situation pourrait souffrir d'exception, etc.? À notre avis, les balises contenues dans ce projet de loi sont insuffisantes et ne permettent pas d'outiller les travailleuses et travailleurs qui se sentent démunis lorsqu'une demande d'accommodement pour motif religieux est faite. Nous estimons qu'il est de la responsabilité du gouvernement de fournir aux différents milieux, notamment en éducation, des outils qui expliquent les règles à suivre. Ces outils doivent permettre à toutes et tous de comprendre les balises fixées par l'État. Bien qu'il y ait un énoncé général d'obligation de visage découvert pour exercer ses fonctions et pour recevoir les services, une obligation d'accommodement subsiste de même conformément à la jurisprudence existante. Selon nous, il appartient au gouvernement de lever les ambiguïtés et non pas aux personnes qui se voient imposer d'appliquer les dispositions législatives. Maintenant, concernant les balises sur les accommodements religieux, les articles 10, 11 et 12 traitant des accommodements religieux sont, selon nous, difficilement compréhensibles pour nos membres. Ces balises, qui reprennent essentiellement la jurisprudence existante, sont peu éclairantes pour une personne qui n'a pas une connaissance fine de l'interprétation que font les tribunaux de chacun des critères énoncés à ces articles. Or, ni les personnes enseignantes ni les directions d'établissement ne sont juristes. Nous estimons que le gouvernement se décharge de ses responsabilités en laissant aux différents milieux le soin d'analyser les demandes d'accommodement au cas par cas. Nous comprenons que l'essence même de la notion d'accommodement raisonnable implique une étude factuelle et ne peut résulter de simples automatismes. Toutefois, la jurisprudence a balisé la notion d'accommodement et les différents critères de son application. Il y a des exemples jurisprudentiels de ce que constitue de la discrimination ou une contrainte excessive. Ce dont le milieu de l'éducation a besoin, ce sont des balises claires à suivre lorsqu'elles font face à ces demandes. Nous exigeons que le gouvernement fournisse un guide qui identifie les différentes étapes à suivre afin de traiter une demande d'accommodement raisonnable. Nous demandons aussi à ce que ce guide contienne des exemples concrets et des explications permettant d'outiller l'ensemble des personnes qui travaillent dans le milieu de l'éducation. Nous estimons également que des ressources de services conseils en matière d'accommodement raisonnable devraient être offertes aux différents milieux. Une fois que des guides et des services conseils seront disponibles, il est primordial que ceux-ci soient largement connus. Trop souvent dans le passé, des demandes dites d'accommodement raisonnable ont fait les manchettes alors qu'elles ne remplissaient même pas le premier critère de discrimination fondé sur l'article 10 de la Charte. Ces dérapages ont attisé les tensions entre les diverses communautés culturelles et religieuses. Leur médiatisation a également alimenté la fausse impression au sein de la population que les accommodements religieux sont des privilèges largement répandus accordés aux minorités religieuses. Nous croyons qu'en outillant mieux les différents milieux, nous réduisons les risques de voir de tels dérapages se produire. Sur cette question, il importe de garder en tête que les plaintes relatives aux demandes d'accommodement liées aux motifs religieux ne représentent qu'un pourcentage minime des plaintes reçues par la Commission des droits de la personne. Toutefois, bien que le nombre de demandes d'accommodement particulièrement religieux ne soit pas effarant, nous croyons que le sentiment d'être mal outillé, vécu par les personnes qui travaillent sur le terrain, est bien réel.
Nous sommes donc d'avis que de meilleures ressources permettant d'accompagner les personnes qui reçoivent de telles demandes et surtout la publicisation de l'existence de telles ressources pourrait grandement améliorer tant le traitement de ces demandes que la perception qu'en a la population en général. Finalement, sur les accommodements religieux impliquant une absence du travail, tout comme les balises générales en matière d'accommodement religieux, celles relatives aux absences du travail énoncées à l'article 11 souffrent des mêmes lacunes. Les balises laissent beaucoup de place à interprétation et donc, en l'absence de guides et de ressources conseils, à des interprétations et des applications à géométrie variable. De plus, l'octroi de congés supplémentaires souvent payés à certaines personnes en raison de leur appartenance religieuse suscite souvent un sentiment d'iniquité et alimente les préjugés envers certaines personnes issues de minorités religieuses. Nous croyons que la meilleure façon d'accommoder les diverses demandes de congés pour motifs religieux et de respecter l'équité entre les travailleuses et les travailleurs serait de créer une banque pour congés personnels pour toutes les personnes salariées. Cette mesure allégerait la charge des employeurs qui n'auraient pas à trancher chaque demande d'accommodement. Elle permettrait une meilleure cohabitation des personnes, toute appartenance religieuse confondue, en éliminant le sentiment d'injustice ou de traitement préférentiel. Cette solution témoignerait, selon nous, de la volonté du vivre ensemble. Merci. Messieurs, Madame la ministre. Merci beaucoup. Merci de votre présentation. D'abord, je pense que je vais y aller en ordre inverse de vos présentations. Vous avez abordé toute la question de l'encadrement ou du support qui pourrait être nécessaire pour vraiment accompagner ceux et celles qui seront confrontés à une demande d'accommodement qui est basée sur un motif religieux. Il existe actuellement ce qu'on appelle à la Commission des droits de la personne et de la jeunesse un guide virtuel traitement d'une demande d'accommodement. Est-ce que vous savez si ce guide-là est un outil qui est utilisé, un outil qui est utile aussi pour les membres de votre fédération? On connaît le guide, on a vu le guide, on pense que ça pourrait être un outil intéressant, mais il n'est absolument pas connu des gens. Il n'y a pas eu vraiment de publicisation et nous, on pense que le gouvernement devrait jouer ce rôle-là auprès de l'ensemble des commissions scolaires, entre autres, là, dans le milieu de l'éducation, pour le rendre public et de vérifier qu'il est bien adapté aux réalités scolaires aussi. Moi, je ne suis pas un expert, j'ai vu que le guide existait effectivement, mais je vous rappellerai, Madame la ministre, qu'en 2007, si ma mémoire est bonne, il y a eu un rapport commandé par la ministre Courchaine, le rapport Fleury, et ça faisait partie des recommandations de ce rapport au gouvernement de produire un tel guide, et c'est resté lettre morte. Mais ce guide-là, ce guide virtuel a été publié en novembre 2012, alors évidemment après le rapport Fleury. Vous considérez qu'il n'est pas suffisamment connu de la part de vos membres, de la part des gens, il n'est pas... Et je comprends de vos représentations, évidemment, qu'il y aurait lieu probablement de le mettre à jour. Si la loi devait être adoptée par l'Assemblée, il faudrait aussi y inclure les références aux différentes dispositions. Il est à jour, il s'inspire beaucoup de la jurisprudence et permet notamment à celui ou celle qui est confronté à une demande d'accommodement de se questionner et de répondre à un certain nombre de questions afin de déterminer si, par exemple, il s'agit vraiment d'une contrainte excessive, parce que vous avez fait référence à certains cas qui ont fait l'objet d'une médiatisation excessive et qui n'étaient pas en soi des demandes d'accommodement fondées sur un motif religieux. Ce guide-là, c'est un guide qui est quand même assez volumineux. On parle de 25-26 pages, mais ce que je comprends, là, c'est que les gens ne connaissent pas suffisamment son existence. Il n'est pas assez mis en valeur. Effectivement, vous avez raison. Puis deuxièmement, pour nous, est-ce qu'il est vraiment adapté au monde scolaire? Est-ce que la Commission des droits de la personne a consulté l'ensemble des intervenants du milieu de l'éducation pour voir si ça répondait effectivement? Et là-dessus, nous, on n'en est pas sûr, loin de là. C'est la même chose. J'imagine que pour ce qui est des demandes d'accommodement, mais vous aimeriez un guide similaire pour toute la question de l'obligation de donner et de recevoir les services à visage découvert. Dans votre présentation, est-ce que vous souhaitez que guide soit à l'usage exclusif du personnel de l'enseignement ou qu'il puisse être
diffuser de façon plus large et servir à tous, ou qu'un guide puisse être identifié par secteur d'activité? Bien, déjà pour nous, je crois qu'il devrait y avoir un guide particulier pour l'éducation parce qu'on n'est pas confronté nécessairement aux mêmes situations que je vais prendre le milieu de la santé. Entre autres, on travaille, nous, avec des mineurs à l'occasion. Certains de nos membres travaillent à l'éducation des adultes en formation professionnelle, donc auprès d'adultes. C'est des situations très différentes. Il y a toute la question d'autorité parentale et tout ça. Donc, moi, je pense qu'il faut des guides adaptés en fonction de chacun des milieux. Madame la ministre. Vous avez abordé, vous avez suggéré et recommandé que le concept de la laïcité de l'État soit inclus à l'intérieur de la Charte québécoise. D'autres souhaitent que le principe de la neutralité soit inscrit à l'intérieur de la Charte. Il y a, disons, sur cette question-là, différents courants. La Cour suprême nous a enseigné, puis nous a rappelé il y a 1 an et demi, que l'obligation de neutralité religieuse, c'était, dans le fond, le corollaire qui était nécessaire à la liberté de conscience, à la liberté de religion. Et donc, en exprimant aucune préférence, c'est la façon pour l'État de bien respecter ceux qui croient et respecter également ceux qui ne croient pas. Et cette neutralité-là, bien, elle s'exprime notamment dans la façon dont les services publics, les services de l'État sont offerts à la population. J'aimerais vous entendre davantage parce que vous prônez vraiment la laïcité. Vous l'exprimez aussi de cette façon où vous souhaitez qu'il est important pour l'État de vraiment avoir une distinction avec toute forme de religion, avec toute croyance religieuse. Alors, j'aimerais vous entendre sur cette distinction, parce qu'on aura, au courant de la semaine, des gens qui viendront plaider pour une insertion une modification de la Charte afin d'y inscrire la neutralité. On a des gens qui demanderont un grand principe de laïcité, que la laïcité soit appliquée de façon très vaste. J'aimerais vous entendre quant à votre proposition d'inclure cette modification à la Charte des droits et qu'est-ce qui vous amène à aborder ça malgré les déclarations et malgré les encadrements et les balises accordés par la Cour suprême. Sur la question, d'abord sur la question de la neutralité religieuse, force est de constater que le gouvernement n'est pas neutre puisqu'il maintient le financement public des écoles privées confessionnelles. Il y a un choix qui envoie un message très clair. Donc, l'État, sur cette question-là, l'État n'est pas neutre, n'assume pas une neutralité religieuse. Sur la question de la laïcité, pourquoi on propose de l'intégrer dans la Charte? Parce que la Charte, elle est le témoin du vivre ensemble. Voici les règles que nous nous donnons collectivement, les hommes et les femmes du Québec. Voici ce que nous nous engageons à respecter, l'espace individuel, l'espace commun. Et pour nous, le principe de laïcité qui marque la séparation de l'État du pouvoir religieux est un concept qui témoigne du vouloir vivre, donc du rapport qu'entretiendra l'État avec les citoyennes et les citoyens. Donc, c'est dans cet esprit-là que nous vous suggérons d'intégrer le concept, de faire atterrir le concept de laïcité dans la Charte, qui, je le rappelle, témoigne du vouloir vivre ensemble. Mais ce concept de neutralité aussi témoigne du vivre ensemble, dans ce sens que, de par la neutralité, la laïcité, parfois, elle est souvent opposée à une absence de croyance. Et elle laisse supposer cette absence de croyance, alors on sait très bien qu'à l'intérieur de l'État, les individus qui œuvrent au sein de l'État ont droit à leur liberté de conscience, leur liberté de religion. Est-ce que vous ne croyez pas que on pourrait retrouver un certain accroc à encadrer la laïcité plutôt que la neutralité? Bien, quand on regarde ce qui a été fait ailleurs, puis je regarde ce qui a été fait au début du 20e siècle en France, la laïcité a été comprise à l'époque comme étant l'État qui ne favorise, qui n'est pas religieux, un État qui n'est pas religieux, mais qui n'est pas areligieux. Donc, c'est ça la laïcité au début du 20e siècle en France.
c'est la volonté de marquer une séparation entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux qui faisait en sorte que l'État ne pouvait ni favoriser ni défavoriser une religion et ne pas favoriser ou défavoriser ceux qui ne croyaient pas. Donc, pour nous, la laïcité, pour répondre à votre question, je vais tenter d'y répondre, pour la laïcité, elle ne vise pas uniquement les gens qui ne croient pas. La laïcité vise l'ensemble des citoyens et citoyennes, les rapports qu'entretiendra l'État avec les citoyennes et citoyens, qu'ils croient ou qu'ils ne croient pas. Donc, pour nous, il n'y a pas de danger à enchasser le concept de laïcité dans la Charte, puisque ça vient traduire le fait que l'État va se comporter de façon neutre avec quelqu'un qui croit, comme il va le faire avec quelqu'un qui ne croit pas. Dans le projet de loi, la façon dont c'est abordé, dont on aborde cet enjeu-là, on l'aborde en indiquant de façon très claire que dans la prestation de service, on ne doit ni favoriser ni défavoriser quelqu'un en raison de ses croyances ou de son absence de croyance. Alors, sans enchasser à l'intérieur de la Charte un concept de laïcité ou de neutralité, on indique clairement que la prestation de service doit se faire de façon neutre à l'égard de cette croyance ou de cette absence de croyance-là. Donc, et c'est la même chose, la personne qui offre le service, mais aussi la personne qui reçoit le service a ce même devoir dans l'échange de services. Est-ce que c'est pas, sans en arriver, je comprends que vous souhaitez, vous recommandez l'inclusion de la laïcité à l'intérieur de la Charte, mais est-ce que ce pas-là de clairement identifier ce devoir qu'ont ceux et celles qui transigent avec l'État de le faire de façon neutre, est-ce que c'est pas déjà un pas dans la bonne direction, puisqu'on n'a pas, actuellement, on n'a pas de règle qui est enchâssée à l'intérieur d'une disposition législative. On a des façons de travailler qui se sont inscrites au fil des années en fonction de l'évolution de la société, mais cette règle-là, actuellement, elle n'est pas enchâssée dans une disposition. Bien, au cours des 10 dernières années, je pense que l'idée d'assurer la laïcité de l'État, je pense que ça fait consensus. On peut ne pas s'entendre sur l'interprétation ou la périphérie là, ou le champ d'application du principe, mais je pense qu'au Québec, il y a un consensus sur le fait que l'État québécois doit être laïque. Donc, pourquoi ne pas l'inscrire dans la Charte? Parce qu'à ce compte-là, je pourrais vous dire, bien, écoutez, pourquoi avoir inscrit dans la Charte l'égalité entre les hommes et les femmes si par uniquement des mesures législatives, sans passer par la Charte des droits, on pouvait assurer que l'égalité, que les rapports entre les hommes et les femmes étaient égalitaires. Il y a une volonté politique qui s'est manifestée en intégrant dans la Charte ce qui allait constituer les règles communes que nous devons de respecter. Donc, pour nous, il y a consensus. L'État québécois doit être laïque, et parce qu'il y a consensus et que la Charte témoigne des consensus collectifs, d'un grand consensus commun, il devrait atterrir le principe doit atterrir dans la Charte, selon nous, puis ça permettrait collectivement de comprendre ce qu'on entend par la laïcité de l'État, parce qu'actuellement, le concept donne place à des interprétations variées. Puis on le voit par la neutralité religieuse, parce que la neutralité religieuse, c'est l'effet normal de la laïcité. Sans neutralité, il n'y a pas de laïcité. Pour ce qui est du crucifix à l'Assemblée nationale, je simplement rappeler, puis je pense pour la petite histoire, lors du dépôt du rapport de M. Bouchard et Taylor, il y a eu ici à cette Assemblée une motion unanime qui avait été adoptée par l'ensemble des députés et qui demandait de maintenir le crucifix à l'Assemblée nationale. La raison pour laquelle, évidemment, c'est tout ce qui touche l'Assemblée nationale est aussi une question qui relève des élus et non nécessairement d'un projet de loi gouvernemental. Alors, je veux simplement
pour la petite histoire, vous rappeler cette motion. Certains collègues ici qui étaient présents, je pense que ma collègue de Tachereau était présente à l'époque lors du vote et mon collègue La Prairie aussi, mais je comprends et c'est par respect pour cette volonté manifestée qu'il n'y a pas dans le projet de loi, on ne retrouve pas cette question du crucifix à l'Assemblée nationale et où également la Cour suprême a clairement identifié dans la décision de la prière du Saguenay que c'est une question qui relève de l'Assemblée nationale et non du législatif et non de l'exécutif et donc c'est pour ça qu'on ne retrouve pas. Mais je comprends que vous, dans votre recommandation, qui est dirigée vers l'ensemble des parlementaires, vous dites, pour avoir une réelle neutralité, nous, on considère que le crucifix devrait être retiré. D'autres ont fait des recommandations que le crucifix soit ailleurs, placé ailleurs à l'Assemblée nationale, à d'autres moments donnés, mais je voulais simplement revenir sur cette petite question-là, parce qu'on a tendance à oublier parfois ce vote unanime à l'Assemblée nationale que nous avions pris. C'était votre dernier commentaire. Ah, d'accord. Bon. Je ne sais pas, vous avez Merci. peut-être 20 secondes si vous voulez répondre aux commentaires. Simplement, il faudrait peut-être se rappeler le contexte dans lequel la motion a été adoptée à l'unanimité. Vous savez, l'histoire est têtue et elle rappelle certains faits. Le contexte existait aussi qui a conduit les parlementaires à adopter à l'unanimité cette motion-là. Je m'en rappelle, j'y étais. Madame la députée de Tachereau. Monsieur le Président, bonjour. Madame, Messieurs de la FAE, c'est un plaisir de vous entendre. D'abord, je suis bien contente de voir que vous adoptez un peu la position que nous avons, c'est-à-dire que la laïcité devrait être inscrite comme une valeur fondamentale de l'État québécois dans le Charte des droits. Ça, on s'entend là-dessus. C'est une demande qui vient d'ailleurs de toutes les oppositions. On pense qu'il faut se rendre là maintenant. Je suis d'accord avec la ministre que c'est aux élus les élus de l'Assemblée nationale ne sont pas gouvernés par des lois comme celle-là. Mais effectivement, si on disait que l'État est laïque, il faudrait que les élus se penchent sur la présence du crucifix à l'Assemblée nationale, mais c'est à eux à le faire. C'est vraiment à eux à le faire. Je ne suis pas sûre que les orphelins du Plessis sont contents de voir ce rappel de l'alliance entre l'État et l'Église au-dessus du siège de l'Assemblée nationale. On ne s'est jamais posé la question comme ça, mais c'est des choses intéressantes à mener à se demander. Mais tant que l'État ne sera pas déclaré laïque, ce sera un autre débat. L'autre chose, ce sera aux élus de l'Assemblée nationale, d'après moi, à voir ça. Je suis tout à fait d'accord avec la ministre. Maintenant, la laïcité, d'accord. 2, il y a quelque chose que j'arrive pas à sentir dans votre mémoire. Vous avez des recommandations claires sur des objets qui font l'objet, sur des thèmes qui font l'objet d'autres débats, mettons, ailleurs, dans d'autres zones que de la laïcité. C'est, par exemple, est-ce qu'on devrait subventionner l'école privée? Est-ce qu'on devrait accepter qu'il y a des écoles confessionnelles privées? Le financement de tout ça. Je vais le mettre ça de côté, puis je vais aller voir trois articles, 3 recommandations que vous avez. Les recommandations qui sont les recommandations 5, 6, 7, qui sont vraiment directement associées à ce projet de loi-là. Vous avez soulevé la question d'un guide. En fait, la ministre a soulevé la question d'un guide. Vous dites, il n'y a pas de guide qui puisse nous aider à bien expliquer, bien comprendre et bien appliquer le régime à visage découvert ainsi que le régime des accommodements raisonnables qui sont proposés par cette loi. La ministre dit non, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse a produit un guide. Avez-vous déjà utilisé le guide de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse? Est-ce qui est en vigueur dans le réseau scolaire? Est-ce que vous en... Pas ce que je sache. Je dirais quasiment fort heureusement. Je vais vous donner un exemple des errances, des fois, qu'il y a dans des guides, on ne réalise pas, mais qui sont des errances qui proviennent non pas du gouvernement, mais de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Discrimination directe. Un exemple qui illustre qu'est-ce que c'est que la discrimination directe, c'est quelqu'un qui refuse de se faire servir par un agent de l'État qui porte un signe religieux. Alors, actuellement, dans le guide qui existe, si je refuse, et je refuserai, de me faire servir par quelqu'un qui a des signes religieux ostensibles, trop évidents, servir en relation directe, c'est moi qui fais de la discrimination. C'est ça que le guide dit. Dans un tel contexte, est-ce qu'on peut utiliser un guide comme ça? Moi, à mon sens. Madame la députée de Tachereau. Oui, le guide de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, c'est à quelle page?
On ne l'a pas ici, là, mais Ben, c'est vous pouvez à nous la le fin, dans transmettre les tantôt, oui. exemples de discrimination, page 11. Fait qu'il y a quand même de sérieuses questions à se poser sur ce guide. Moi, je l'ai noté dès qu'on a vu arriver le projet de loi. Il y a une grosse différence dans ce qu'on avait proposé à l'époque dans le projet de loi 60 avec ces articles-là. C'est que nous, on disait il faut que ce soit l'organisme qui applique une politique pour donner une direction à son personnel. Vous semblez aller dans le même sens en disant le secteur de l'éducation devrait avoir un guide dans son secteur. Est-ce que vous pensez qu'il serait sage d'avoir, par exemple, au lieu de dire que ce soit le membre du personnel qui doivent appliquer les accommodements raisonnables, que ce soit l'organisme ou que les organismes dotent de politiques permettant de comprendre la notion d'accommodement raisonnable ainsi que la notion de service à visage découvert? Bien, ce qu'on dit surtout, c'est que quand vous parlez d'organismes, j'imagine vous faites référence aux commissions scolaires en particulier. Donc, est-ce qu'on va avoir autant de guides qu'il va avoir de commissions scolaires? C'est là que pour nous, ça n'a pas de sens. On pense que le gouvernement doit lui-même établir avec les acteurs du milieu, puis particulièrement quelque chose d'adapté. Vous avez cité un exemple là, du guide de la Commission des droits de la personne. Je ne suis pas sûr que c'est clairement adapté à la réalité du monde scolaire. Donc, qu'on fasse un guide avec le monde scolaire et qu'ensuite, les commissions scolaires pourront peut-être faire des outils, là, mais il faudrait que le guide soit... il ne peut pas avoir plein d'interprétations différentes là, de c'est quoi la laïcité puis comment on applique un accommodement raisonnable. Il devrait y avoir des balises très claires établies par le gouvernement pour que ça soit uniforme à travers la province puis que tout le monde, on applique ça. On comprend que la jurisprudence dit qu'il y a du cas par cas à faire, mais minimalement, là, on pense qu'il y a des grandes lignes qui devraient être très claires puis les mêmes pour tout le monde. Et c'est pour ça que vous dites en page 7, il appartient au gouvernement de lever les ambiguïtés et non pas aux personnes qui se voient imposer l'obligation d'appliquer les dispositions législatives. Donc, à votre avis, ce serait, en plus, il ne faudrait pas que ce soit par commission scolaire. Il faudrait que ce soit, mettons, tout le secteur de l'éducation, tout le secteur de la santé. Donc, il faudrait que ce soit les ministères qui donnent ces balises. Oui, mais il ne faudrait pas que seulement que ça vienne d'en haut, là, comme on dit top-down. Il faudrait que les gens du milieu soient mis à contribution également. OK, d'accord. Sur les services à visage découvert, vous demandez d'en faire une obligation? C'est ce que je comprends, parce que vous dites, la compréhension que nous avons de cet article concernant le service à visage découvert, c'est toujours page 7, premier paragraphe en dessous des services à visage découvert. Oui. Compréhension que nous avons de cet article est que le visage à découvert pour le personnel enseignant et pour les élèves serait une obligation. Tout à fait. Et parce qu'on vient dire qu'un des critères qui pourrait justifier un refus d'accommodement, c'est le niveau de communication requis. Dans un contexte scolaire où on doit communiquer avec un élève, où souvent on voit si un élève, la compréhension, ça passe par ce qui se passe au niveau du visage, on ne peut pas accepter là, que de part et d'autre qu'il y a des gens qui aient le visage couvert. Ça, pour nous, c'est clair. Est-ce qu'on peut accepter qu'un élève, pendant un examen, déclare garder son hijab et qu'on ne voit pas ses oreilles alors que le professeur dit que c'est un danger de triche? Ça s'est passé. Quelle est votre position là-dessus? Bien, écoutez, c'est là où il y a une question de... Il y a des règles qu'on se donne à l'école publique. Je parle de l'école publique, là. Il y a des règles qu'on applique lorsqu'on administre un examen. Et une de ces règles-là, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de triche. Parce que si on permet la triche, finalement, les règles ne valent plus. Donc, pour nous, ce n'est pas un enjeu. Puis c'est ça qui est dommageable, c'est que ça devient des enjeux, ça prend des proportions où, parce que les choses ne sont pas claires, certains considèrent qu'on brime leurs droits, puis d'autres considèrent que damn if you do, damn if you don't. On est coincé, on se retrouve coincé parce que des gens considèrent que c'est un droit, puis d'autres considèrent que ça ne l'est pas. Moi, là, je vous parle à titre de prof, là, je serais dans une classe, puis c'est dans mon esprit, là, j'ai des règles à appliquer, parce que si je ne le fais pas pour cet enfant-là, bien, je ne le ferai pas pour les autres. Et vous êtes conscient qu'en adoptant cette loi-là, les seules règles pour refuser l'accommodement sont sécurité, identification, communication. Donc, cette marge de manœuvre peut disparaître. Bien, c'est là où le guide va être important. C'est un exemple, ça. Quand dans un guide destiné au monde de l'éducation, il faut y aller par des faits concrets. Il faut y aller par des exemples concrets. Un exemple,
comment on administre les règles attribuables lorsqu'on on administre des épreuves, des examens. Voici un cas concret de quelle façon on doit appliquer les règles qu'on s'est données collectivement. Donc, mais je veux juste vous dire, là, la loi telle qu'elle est écrite actuellement ne comprend pas de guide. Aucune obligation de guide. Et la loi dit strictement que c'est aux membres du personnel de comprendre les règles du jeu qui sont dans la loi. Donc, ce guide-là, actuellement, il n'existe pas. Il n'est pas dans la loi, il n'est pas dans l'intention gouvernementale et c'est aux membres du personnel d'appliquer en fonction de 3 mots qui sont extrêmement stricts. Je viens de voir le problème. Là. Je vous remercie de l'avoir soulevé, mais au fil de la conversation, je viens de voir le problème qu'on a avec cette loi-là. Merci, Madame la députée de Tachereau. Madame la députée de Monterville. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Madame, Messieurs, merci. Merci pour votre mémoire. Merci d'être là. J'ai pris des notes. Mes collègues ont élaboré beaucoup sur des sujets où je voulais m'en aller. Alors, je vous amène tout de suite à la page 5, la fameuse laïcité de l'État. Tout comme moi, vous avez probablement fait le saut en lisant le projet de loi, puis en nulle part, il y a le mot laïcité qui apparaît. Je veux porter à votre attention que votre recommandation première, que le gouvernement entreprenne une véritable démarche de laïcisation de l'État et qu'il intègre le concept de laïcité de l'État dans la Charte des droits et libertés de la personne. Je suis tout à fait d'accord avec vous, avec l'idée d'incorporer le concept de laïcité dans une charte au Québec. D'ailleurs, j'aimerais rappeler pour les gens qui nous écoutent, et peut-être, mais vous le savez, en 2013, j'avais personnellement déposé ce qu'on appelait une charte de la laïcité, pour expliquer clairement que l'État québécois est laïque, parce qu'actuellement, au moment où on se parle, en nulle part dans nos lois ni nos chartes, il n'est édicté que l'État québécois est laïque. Et le projet de loi 62, vous l'avez bien compris, ne fait pas cela non plus. Et qu'en édictant une neutralité religieuse, eh bien, tout ce qu'on fait finalement, c'est qu'on édicte ce qui se passe actuellement. Et j'aimerais vous amener, par ailleurs, parce que la laïcité de l'État, je suis d'accord avec vous, mais vous l'avez bien élaboré, vous amener à la page 9, lorsque vous nous parlez des balises pour les accommodements raisonnables. Enfin, initialement, c'était des accommodements raisonnables, mais là, on s'en va dans le pointu qui est l'accommodement religieux. On a bien compris que vous disiez que, et là, je vais vous citer, page 10 en haut, vous dites: toutefois, bien que le nombre de demandes d'accommodement, particulièrement religieux, ne soit pas effarant, nous croyons que le sentiment d'être mal outillé, vécu par les personnes qui travaillent sur le terrain, est bien réel. Donc, le sentiment d'être mal outillé. Alors, moi, j'aimerais comprendre, actuellement, vous vous en remettez à qui lorsqu'il y a des demandes d'accommodement religieuses qui vous sont faites? Ça se passe comment? M. Mallette. Bien, écoutez, à partir du moment où ça ne fait pas la manchette, ça veut dire que ça s'est réglé. Ça s'est réglé entre les murs de l'école. Des fois, ça va déborder à la commission scolaire parce que la direction d'école va avoir besoin de l'aide, va avoir besoin de l'aide. Elle va soumettre la question, la problématique. Si ça concerne un prof, ben là, au niveau du service des ressources humaines ou ce qui en tient, ben il y aura des contacts. Mais je vais vous dire, là, tant que ça ne sort pas d'un journaux ou d'un média puis que c'est pas repris par un chroniqueur en mal de sensationnalisme, ça veut dire que ça va bien. Mais dans les faits, ça va pas si bien que ça parce que dans une même commission scolaire, dans une école A, il y a une décision qui a été prise pour la même demande d'accommodement, puis dans l'école B, c'est une autre décision qui a été prise. Et entre autres, ça crée des malaises, ça crée du mécontentement, ça crée un regard sur l'autre. Comment ça fait que toi tu l'as, puis moi je l'ai pas, moi je crois pas, mais toi tu as des avantages parce que tu crois, ou tu dis que tu crois. Et donc, actuellement, là, c'est ça. Puis les membres nous ont dit, écoutez, il faut qu'on se dote d'une compréhension commune de ce que c'est, pour éviter justement, puis ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas à la marge, mais pour éviter ces situations-là. Et on le comprend bien en lisant à la page 8, quand vous nous expliquez justement, parce que je comprends de ce que vous venez de dire, c'est que finalement, c'est du cas par cas et tout dépend de la personne à qui l'accommodement est demandé. Donc, vous nous dites, on a besoin d'un guide, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est extrêmement clair ce que vous nous dites là, et vous nous dites, or, ni les personnes enseignantes, à la page 8, or, ni les personnes enseignantes, ni les directions d'école ne sont juristes. Nous estimons que le gouvernement se décharge de ses responsabilités en laissant aux différents milieux le soin d'analyser les demandes d'accommodement au cas par cas. Est-ce qu'on peut dire que, à la lumière de ce que vous nous dites là, vous considérez
qu'actuellement, même avec le projet de loi 62, on est au même point? Le projet de loi 62 fait juste reprendre des éléments de jurisprudence qui ont été adoptés par les différents tribunaux au cours des... Donc, qui sont des balises, mais dans le concret, là, dans la réalité des choses, sur le terrain, au quotidien, devant des demandes d'accommodement, les gens ne seront pas plus équipés parce qu'il y a eu un projet de loi qui aurait été voté puis qui vient rappeler ces éléments-là. Et les gens ne sont pas des juristes. Ils auront beau lire le projet de loi, c'est pas suffisant. Nous, ce qu'on veut, c'est des cas très concrets. C'est une procédure. Qui est responsable? Est-ce que c'est l'enseignant qui doit se retrouver? On parlait du cas de l'étudiante avec son voile, puis on est en période d'examen. Est-ce que c'est à l'enseignant de faire l'intervention? Est-ce que c'est à la direction? Comment on procède? C'est toutes des démarches en ce moment que c'est à géométrie variable d'un milieu à l'autre. Alors, c'est ça qu'on veut contrer. J'aime votre expression, à géométrie variable, et je comprends aussi que même avec le projet de loi tel qu'il est rédigé, puisque vous avez bien compris qu'il reprend les principes de la jurisprudence, ça vous aide pas davantage, vous avez besoin de plus. Et vous nous dites, d'entrée de jeu à la page 3, en quoi les dispositions législatives proposées par le gouvernement allaient-elles aider les enseignants et enseignantes que nous représentons? Est-ce qu'à la lumière des représentations ou des réponses que la ministre vous a fournies, vous avez une réponse, un début de réponse? En quoi est-ce que ça va vous aider? 30 secondes. On est venu témoigner de la lecture qu'on faisait du projet de loi. Maintenant, on est convaincu que l'intelligence du Parlement va s'exprimer, puis vous allez nous aider à faire le travail qu'on nous demande de faire au quotidien auprès des élèves avec lesquels on travaille. Merci, M. Mallette. Merci, Mme la députée de Monterville. M. Sylvain Mallette, M. Alain Marois, Mme Marie-Ève Rancourt, représentant la Fédération autonome de l'enseignement. Merci d'être venu déposer en commission parlementaire. La commission suspend ses travaux jusqu'après les affaires courantes, soit vers 15 heures, où elle poursuivra son mandat en cette même salle.